Julie Perrin. Donc, Julie est maîtresse de conférence à l'Université Paris 8 au département danse et actuellement aussi à l'IUF. Elle nous propose aujourd'hui d'échauffer notre regard avant de visionner d'autres films grâce à une petite, parce que courte, elle n'a pas beaucoup de temps pour l'exposer, mais une histoire de la danse, de cette histoire chorégraphique pour souligner les danses qui s'inventent, se composent avec les plages. Euh, et donc, je te laisse tout de suite la parole. Merci. Merci à toute l'équipe de Plage Vivante. Merci aussi pour votre introduction ce matin qui était vraiment passionnante. Merci aussi d'avoir signalé, je vais partager mon écran, je pense que vous l'avez. Nous étions en grève aujourd'hui, voilà, mais je suis comme vous dans une ville où il n'y a pas de rassemblement, donc je suis avec vous pour ce colloque. Et c'est important de rappeler, voilà, pour ceux qui n'étaient pas ce matin, que que la colère est quand même là encore dans les universités, et l'inquiétude aussi pour la suite. Donc là, je vais effectivement vous présenter une forme d'introduction lointaine en fait aux trois films que l'équipe Plage Vivante a proposé de projeter en fin de journée. Donc c'est plutôt voilà un petit parcours pour ouvrir les regards. Partant voilà du constat que le rivage a constitué un environnement particulièrement propice à la création spectaculaire ou à l'expérimentation dansée. Donc, j'ai eu la chance que Victoria Hunter, juste avant moi, introduise déjà un pan de cette histoire, en tout cas de cette histoire contemporaine. Mais c'est une histoire qui commence bien avant, depuis les débuts de la danse moderne, c'est-à-dire au début du XXe siècle. Et donc, à partir de là, j'aimerais commencer à ouvrir un peu une réflexion sur cette transformation chorégraphique inédite des plages, qui permet de mettre en évidence une certaine relation que les humains sont susceptibles d'entretenir avec un tel environnement, et aussi de se demander comment les chorégraphes en ont fait un milieu singulier, d'où des gestes somatiques et artistiques étaient susceptibles d'émerger. Donc j'aimerais commencer, donc ça c'est juste en guise d'annonce des films qu'on verra tout à l'heure. Donc on verra deux films de Rosemary Lee et puis un film de Fernando Arias qui s'appelle Lia, donc qui est créé avec la chorégraphe Lia Rodriguez. Donc pour commencer, je voudrais partir de trois images, deux qui se suivent, qui sont dans la même série photographique, elles sont numérotées successivement. Donc cette image de Duncan, Isadora Duncan, qui est une des figures majeures, célèbres des débuts de la danse moderne, qui est peut-être assez étonnante puisque ce n'est pas une figure où elle est en train de danser, mais c'est une photographie où elle est en train d'enseigner en parlant. Donc on ne sait pas exactement, on ne sait pas évidemment ce qu'elle raconte, mais en tout cas, elle fait court au bord du rivage et elle semble pouvoir de cet emplacement-là tirer une leçon. Quelle leçon, on ne sait pas vraiment, quelle leçon de nature est-elle en train de raconter à ses enfants et à ces jeunes femmes, puisqu'il y a aussi deux Isadoras derrière elle, à côté d'elle. En tout cas, danser pour un rivage, c'est aussi en parler, le décrire et probablement l'observer. C'est la photo juste après. En tout cas, Duncan, on choisit un point de vue un peu surplombant sur le rocher, où on voit le rapport au minéral. J'aime beaucoup aussi, on note sur la photo la ressemblance entre la forme du rocher et le miroitement du plissé de sa jupe. Il y a une forme comme ça de devenir rocher ou d'incrustation par la matière même de son vêtement. Une forme de parallèle, de ressemblance, d'incrustation. Et puis, dans cette seconde photo, quel rapport à la mer instaure-t-elle ? Elle désigne la mer. Elle se tourne vers elle. Donc, c'est un geste, on va dire, assez quotidien. Elle pointe légèrement du doigt vers la mer, avec peut-être la particularité que c'est un geste d'accueil. C'est-à-dire il me semble qu'elle n'est pas dans une tension directionnelle, mais c'est plutôt une attitude de bienveillance, de bienvenue au lointain. Je dirais plutôt qu'elle est dans une ouverture vers le large pour laisser la mer venir à elle
à elle au pluriel, toutes ses élèves aussi. Duncan, c'est aussi cette photo, mais il y en a d'autres d'elle qui marchent sur le rivage. Elle est beaucoup plus rarement en maillot de bain, elle est souvent dans des grandes robes. En tout cas, c'est voilà, la possibilité d'arpenter le rivage, plus ou moins dans l'eau, plus ou moins sur le sable, selon les photographies. Et donc, une mise en lien avec le rivage par la marche, un geste quotidien, mais aussi par l'immersion possible. On sent que peut-être elle sort de l'eau ou qu'elle pourrait y aller, et par contact donc du sable, de l'eau et de l'air sur la peau. Donc, les exemples de chorégraphie pour rivage tout au long du XXe et XXIe siècle participent d'une histoire des sensibilités occidentales au rivage telle qu'elle a été ouverte. Il a été nommé plusieurs fois aujourd'hui par Alain Corbin dans son essai Le territoire du vide, et aussi par ses conférences que j'aime beaucoup, qui s'appellent Le ciel et la mer, qui a été publié plus récemment en 2005. Donc il s'agirait là maintenant, dans ma proposition, de faire place à la danse et à la chorégraphie au sein de ce que Corbin appelle cette culture somatique, située au cœur de son projet d'une histoire des systèmes d'appréciation du rivage à travers les siècles. Cet historien des sensibilités a montré en effet combien le rivage naît à la croisée de différents champs, les pratiques sociales, aussi variées que toutes celles qu'on a évoquées aujourd'hui, les métiers de la pêche, les loisirs, les villégiatures, qu'elles soient touristiques ou thérapeutiques. Le champ aussi des théories scientifiques liées à la connaissance du vivant, de la terre, du climat, etc. En particulier la géographie, la géologie, la météorologie, mais aussi la connaissance du corps humain, en particulier les théories médicales prescrivant de fréquenter ou pas les bords de mer, mais aussi proposant de se représenter le corps humain en fonction de ses circulations, des fluides aqueux ou aériens, par exemple. Le champ aussi de l'influence des systèmes de croyance, c'est-à-dire la façon dont la mer, les espaces sous-marins ou les météores sont appréhendés selon des représentations pouvant relever à la fois successivement de la superstition, du religieux, des mythologies ou du folklore. Le rivage va donc prendre forme à partir de schèmes scientifiques, de pratiques sociales, d'expressions émotionnelles et de rhétorique contrastée au fil de l'histoire occidentale. Enfin, l'histoire des modalités d'attention au rivage et des sensibilités à son égard se tisse avec celle de ces représentations par l'art. Peut-être qu'il ne faut pas confier aux artistes le travail de l'art, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été proposé tout à l'heure, en tout cas, c'est vrai qu'il me semble que les artistes participent de cette construction du sensible. Ils nous invitent peut-être aussi à aborder autrement les rivages. En tout cas, je m'intéresse à cela. Donc l'art va jouer, en tout cas Corbin s'intéresse aussi à ça, un rôle important dans la construction des représentations, des appréciations esthétiques et des manières de fréquenter les rivages. Il participe d'une construction de la sensibilité au rivage parce que, comme d'autres disciplines, l'art conduit à sélectionner certains éléments au sein du visible et les met en forme ou les met en scène de manière à leur faire jouer un rôle particulier, que ce rôle soit symbolique, sensible ou politique. L'art est susceptible de faire apparaître autrement les éléments du monde qui nous entourent et de modifier alors, sinon nos modes d'agir et de sentir, du moins le regard et l'attention qu'on est susceptible de porter sur eux. Si l'art peut devenir l'indice, propre à chaque époque aux cultures, d'une façon d'apprécier et d'habiter le monde, il ne joue donc pas seulement un rôle de témoin pour l'histoire. Il contribue aussi à forger nos manières de voir, de sentir, de se tenir là, ou encore de se mouvoir. À ce titre, il me semble important d'observer les approches chorégraphiques du rivage dans cette double facette. D'une part, l'art chorégraphique se fait le reflet de son temps en adoptant des conceptions du rivage propres aux sciences, aux croyances, aux modes de vie, aux préoccupations politiques et sociales, mais aussi propres au style chorégraphique ou code artistique, car il y a sans doute dans cette histoire de la chorégraphie pour rivage au XXe, des stéréotypes, des codes, des continuités gestuelles et chorégraphiques qui participent d'une forme d'artialisation proprement chorégraphique. Cette mise en art à travers des codes chorégraphiques repérables ou des archétypes gestuels est susceptible de donner lieu à la constitution de schèmes perceptifs dominants à travers lesquels la perception du réel se solidifie. C'est ce qu'on appelle
l'invention d'un paysage, c'est-à-dire l'invention de modalités spécifiques et communes d'apprécier une portion de territoire. D'autre part, l'art chorégraphique est susceptible aussi d'ouvrir d'autres sensibilités au rivage et de le charger d'autres désirs et d'autres symbolisations. C'est là la seconde facette qui participe d'une histoire spécifique de l'attrait pour la mer et le littoral. L'art chorégraphique, comme domaine d'activité propre, n'est pas le simple reflet de pratiques et rhétoriques qui lui préexistent, mais est susceptible de construire des modes de figuration et des formes de sensibilité à l'environnement nées de la spécificité même de l'activité qui l'engage. Mon travail, donc, à partir de là, va combiner deux types de questions. La première question est une question de relation au site lui-même, c'est-à-dire comment la danse ou la chorégraphie sont susceptibles de se mettre en lien avec un site. Y a-t-il des ressorts finalement spécifiques à la culture chorégraphique qui feraient exister le rivage autrement que d'autres activités humaines? Quelles sont aussi les valeurs alors véhiculées par cette activité? En quoi il y a des raisons de s'intéresser et de la défendre? Et puis, pour reprendre peut-être une terminologie propre à Descola, quelle morphologie des relations peut-on observer? C'est-à-dire, quelle est la forme prise par le mode de mise en rapport ou le mode d'identification du sujet dansant avec son environnement? Donc là, il est question de s'interroger plutôt sur les rapports de ressemblance ou de correspondance. Est-ce que le geste dansant ou la chorégraphie cherche à ressembler ou correspondre au rivage? Puisqu'il n'y a évidemment pas de rapport naturel aux gestes qui surgissent sur la plage. Certes, il y a certains lieux qui semblent appeler certains gestes, par exemple les grands espaces, le sable, peuvent appeler la course, le vent peut donner envie de courir, etc. Les galets, sans doute, appellent un peu moins la course. Bon, en tout cas, oui, l'environnement peut être rempli de ce que Gibson appelle des invites, des affordances, ou ce que Bachelard appelle des inductions. Quand, par sympathie pour une matière, notre être intime est soulevé et l'imagination éveillée. On peut aussi choisir d'imiter, imiter les oiseaux, le rythme des vagues, etc. Mais la réponse est aussi culturelle. Elle concerne autant la culture chorégraphique que plus largement les cultures somatiques liées aux pratiques sociales du bord de mer. Donc, première question de relation au site. Deuxième question avec laquelle je travaille, ce sont des questions de représentation, c'est-à-dire d'art de la représentation. La chorégraphie comme art du spectacle, c'est-à-dire pas seulement comme une pratique dansée, mais comme une activité artistique qui convoque un public. Donc, au sein des formes spectaculaires présentées sur les rivages, je m'intéresse à celles qui sont situées, davantage qu'à celles qui sont transposées du théâtre sur la plage, ça existe aussi, ou du studio sur la plage. Je m'intéresse à celles qui ont été conçues spécifiquement pour un rivage à partir d'un processus d'expérimentation et d'observation du site. Processus qui sans doute est assez différent aujourd'hui de ce qu'il était au début du XXe. Ces formes spectaculaires, en tout cas, engagent une relation double, à la fois au littoral et au public, puisqu'il s'agit il ne s'agit pas seulement de vivre une expérience qui, par exemple, s'adresserait à la mer, au ciel ou à l'immensité, ou qui s'adresserait à la sensation du sujet dansant, au plaisir de sa propre motricité. Mais il s'agit de créer aussi les cadres permettant que cette expérience puisse être transmise à autrui. Il est donc ici question de figurer l'expérience et non seulement de la traverser, de la faire apparaître là où possiblement elle demeure assez imperceptible. Ou bien de mettre en partage cette expérience, d'offrir l'occasion d'une expérience à éprouver et à créer dès lors que le public est mis en position lui aussi d'expérimenter et non pas de vivre seulement par procuration. Dernière remarque préliminaire, la chorégraphie située suppose donc de rencontrer l'œuvre sur le site même, mais en réalité, j'ai beaucoup accès à partir de films et de photographies, et donc à partir de systèmes de cadrage qui sont eux-mêmes liés à ces appareils de capture, puisque soit des chorégraphies ont été créées directement pour la caméra, soit elles ont été filmées et médiées ensuite par l'image. Et enfin, derrière le mot rivage que j'utilise, se niche en fait une gamme extrêmement variée de lieux choisis par les chorégraphes et de contextes géographiques extrêmement divers. Et donc, il y a une forme d'extravagance, vous m'excuserez, à en faire un lieu générique.
Ce sont en fait des lieux très différents qui sont d'ailleurs parfois difficiles à localiser parce qu'on a peu d'informations sur précisément où se sont situées les chorégraphies. Voilà, mais disons que je prendrais ici le rivage comme un site paradigmatique qui va décliner des caractéristiques communes, bien qu'elles soient plus ou moins présentes géographiquement. Et donc, je voudrais commencer par la première de ces, caractéristiques, qui est l'immensité. Je balayerai juste 4 caractéristiques dans mon exposé. Donc, l'immensité pose un certain nombre de questions pour la chorégraphie, puisque première question, la chorégraphie peut-elle figurer l'incommensurable? À quelle échelle va-t-elle choisir de travailler? Quelles sont aussi les limites du site qu'elle va choisir, puisqu'une scène, par définition, est délimitée. En tout cas, il y a un certain cadrage. Est-ce que la chorégraphie pour rivage va reconstituer une scène ou pas? Quelle orientation aussi les artistes vont choisir? Le point de vue du rivage est massivement terrestre dans la culture occidentale. On regarde la mer depuis le rivage, mais il peut être maritime, en particulier si on est marin, ou si on fait la peinture de bataille maritime. Donc voilà, il y a un choix d'orientation à faire qui suppose aussi de danser éventuellement de dos, dos à la mer et face au public, ou au contraire face à la mer et dos au public, ce qui est assez rare dans l'histoire du spectacle. En termes d'orientation, la plage et le rivage sont aussi un espace d'horizontalité, puisque c'est un des rares lieux où on peut s'allonger en public, où c'est autorisé de s'allonger en public, on va dire, ce qui est une bascule perceptive extrêmement importante, puisque ça conduit à voir le monde autrement. Et donc, la danse est susceptible d'explorer ça, cet espace absolu entre terre et ciel, en particulier, et puis cette immensité. Enfin, de quoi est composé ce site à travers la chorégraphie? En particulier, quelle est la part du ciel, de la terre, quelle est la part du minéral et de l'eau que les chorégraphes vont prendre en compte dans leur travail? La peinture a beaucoup joué là-dessus, par ses cadrages. Deuxième élément, le changeant, qui a été évoqué plusieurs fois depuis ce matin, donc le changeant dans sa dimension temporelle et dans sa dimension de métamorphose, je dirais. Donc le rivage comme lieu de l'impermanence, de par les marées, de par la météorologie, mais aussi de par les fréquentations animales et humaines qui évoluent selon les heures du jour. Cette impermanence s'accorde assez bien avec une conception largement partagée de la danse comme métamorphose incessante des formes. Ce changeant donc s'organise aussi beaucoup dans la relation aux éléments, la rencontre avec les éléments eux-mêmes pensés en mouvement. Donc, la danse va pouvoir tirer des éléments une relation physique et matérielle, puiser des ressorts qualitatifs et physiques de la matière pour en tirer des gestes. Elle nourrit aussi une relation imaginaire aux éléments, puiser dans les imaginaires des éléments pour en tirer des rêveries poétiques, propices à inventer des inventions et des réponses chorégraphiques. Et puis, elle peut aussi répondre aux formes et aux forces, danser par ressemblance ou imitation, fusionner, faire jouer des analogies entre le corps dansant et l'environnement, avec en particulier l'eau, le minéral et l'air qui est en soi, et instaurer comme ça un dialogue entre entités humaines et non humaines, par ressemblance là non plus formelle, mais de matière. Si on s'en tient à l'air, il y a tout un imaginaire, je dirais, ascensionnel qui se déploie avec l'idée d'envol, l'idée d'être soulevé, le rêve de vol qui est très présent dans l'imaginaire du mouvement dansé en général, et qui sont aussi des figures de joie. Je vous montre quelques photos. Donc les Isadorables, toujours la même période, qui sont des photos très joyeuses, du saut, qui sont presque aussi des gestes quotidiens finalement. Du côté de l'eau et de la terre, entre les deux, il y aurait aussi le nuage, mais je n'ai pas vraiment le temps d'en parler, mais le nuage nous aide à rêver la transformation, nous dit Bachelard, donc il y a des danses qui, je pense, travaillent aussi sur le nuage, mais je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui. En tout cas, du côté de l'eau et de la terre, je vous montrerai
quelques images où il me semble les danseurs cherchent aussi, soit par immobilité, justement, on vient de l'évoquer dans la précédente intervention, à atteindre une qualité minérale. Donc ça, c'est une série photographique de Min Tanaka, qui est un danseur japonais, danseur de Buto. Toute cette série avec Masato Okada. Anne Alprin, plus récemment, qui travaille aussi autour de Rodin, donc un mélange entre sculpture et rivage. Et donc aussi tout un travail possiblement, donc moi aussi je voulais vous parler de Annie Greenfield, donc ce travail-là dans la vase, qui est très impressionnant, où elle s'enfonce et expérimente aussi la chute, le rapport à la gravité, absorbé par la vase, et dont le pendant est Tides, qui est un travail là sur l'eau, au départ à l'horizontale pendant toute la première partie du film, puis ensuite à la verticale dans les vagues. Il me reste combien de temps? Vous pourriez me dire, en fait, parce que j'ai un peu... je sais pas si on a le temps. 5 minutes. 5 minutes? Oui. Ok, non, j'ai pas... Donc, je vais juste évoquer, on ne va pas regarder le film, mais voilà, il y a aussi Anne Alprin qui fait tout un travail dans Returning Home. Donc, il y a un film où elle présente 6 solos différents, successifs, dont un dans une vague du Pacifique. Où il s'agit, ce qui est intéressant peut-être chez Anne Alprin, donc elle est alors âgée de 80 ans, elle se laisse transporter par la vague, mais aussi parfois elle se maintient immobile en résistance comme une force minérale. Ce qui est peut-être intéressant chez Alprin, c'est que on voit aussi là un travail sur la dimension métaphorique de la vague, puisqu'il s'agit de se préparer à mourir aussi dans tout ce film, et donc de retourner à la force des éléments, de s'entraîner à sa propre mort, dit-elle. Et là, on atteint, je crois, une dimension qui est traitée par beaucoup de chorégraphes, qui est la question donc, de la métamorphose, c'est-à-dire une dimension plus symbolique du rivage, comme lieu des allégories, lieu symboliquement chargé, avec, dès les débuts de la danse moderne, une reprise de cet imaginaire qui existe depuis l'Antiquité, du rivage comme lieu des créatures inquiétantes, sorties des profondeurs de l'eau, donc avec des figures de danseuses vêtues d'algues. Plus récemment chez Andrea Olson, mais la dimension est un peu différente puisqu'en fait elle travaille aussi avec des scientifiques sur la question des algues, mais en tout cas un jeu quand même sur la métamorphose et les créatures étranges. Et puis métamorphose aussi entre mort et vie, analogie entre aussi la mère et la mère, le côté maternel dont on a parlé, dans ce projet de Julie Nioche qui sont des femmes bretonnes qui donc entrent dans l'eau, c'est deux mouvements, entrent dans l'eau en ligne, habillées de ces costumes de papier et en ressortent sans costume de papier. Donc, voilà, cette idée que la mer est aussi le lieu d'une métamorphose très forte. Le ballet classique travaillait aussi déjà là-dessus, sur le féerique, sur les spectres. L'eau était liée à la figure féerique et spectrale. À l'inverse, je dirais, puisque c'est un lieu de trouble, de métamorphose, on voit apparaître chez Julie Nioche la ligne. Et dans beaucoup de projets, on a aussi cette figure de la ligne qui vient comme répondre à la ligne des vagues. Donc c'est très clair chez Julie Nioche, mais dans d'autres projets aussi. Ici, chez Cindy Fonacker, comme si le motif de la ligne était rappelé aussi l'espace liminaire comme un pendant en fait de la fusion avec les éléments air, eau, boue, tel qu'on l'a vu juste avant, donc, comme une sorte de pendant entre fusion et séparation. Pour finir, je dirais que le rivage est aussi évidemment abordé dans sa dimension anthropisée, avec des artistes qui vont travailler plutôt à des activités humaines sur le rivage. Donc, Anna et Lawrence Alprin qui proposent dans leurs ateliers de construire des villages en bois flotté, comme possibilité de voir
ce qu'on peut construire à partir de ce qu'ils trouvent, justement de ces laisses, hein, de ces laissés sur la plage, de ce qu'on trouve sur le rivage, mais aussi comme capacité à s'organiser ensemble pour inventer un mode de vie sur le rivage collectif. Chez Christophe Haleb aussi, qui est un autre chorégraphe français, lui, qui donc propose dans résidence secondaire d'interroger les modes d'habiter sur la plage, et en particulier les habitats temporaires. Et puis, j'avais envie de vous montrer ce petit film, et je ne sais pas si on a le temps, de Marie Hortz, qui est un petit projet pour une plage à Marseille. Est-ce que vous pensez qu'on a le temps de regarder 2-3 minutes? Ou j'ai déjà dépassé mon temps là? Ouais, tu as déjà dépassé ton temps. D'accord, bon, je m'arrête là alors. Juste, voilà, je dirais que la dernière catégorie que j'aurais voulu traiter concerne voilà, la question plus écologique, hein, puisque plusieurs voilà, chorégraphes aussi, dans leurs pièces, voilà, soit ont des pratiques qui contribuent à honorer la mer, hein, honoring the ocean, ou à alerter sur l'état de la planète, avec en particulier ce projet de Takenouchi et Cathy von Kerber ou de Daniel Larieux, qui sont des projets filmiques, eux, où il s'agit de danser dans des environnements. Enfin, en fait, il s'agit de signaler la fonte des glaces et le danger, les dangers environnementaux qu'on traverse. Donc, une autre leçon de nature, je dirais, qui, contrairement peut-être à celle de Duncan, est une leçon accompagnée de scientifiques. Donc ça, c'est peut-être une nouveauté plus récente dans l'histoire de la danse, c'est de voir que les chorégraphes qui interviennent sur le rivage aujourd'hui ce sont souvent des équipes accompagnées de scientifiques, et que donc il ne s'agit pas seulement de travailler sur la question du sensible, mais aussi de nouer sensible et connaissances précises du vivant. Voilà, je vous remercie.